Bienvenue à toi sur Sagesse Jim Rohn. Éteins la télévision. Ferme cet écran qui ne fait que diffuser la vie des autres. Regarde-toi dans le silence de cette pièce. Tu respires, ton cœur bat. Et pourtant, quelque chose au-dedans de toi est assoupi, comme engourdi par l'attente. C'est ce sentiment que nous allons terrasser aujourd'hui. Je veux que tu imagines une scène, une image qui fut la mienne pendant des années. Un jeune homme, le dos légèrement voûté derrière un comptoir impersonnel, dans la lueur fluorescente d'un grand magasin. Chaque jour, le même balai. Les articles à enregistrer, les sourires automatiques aux clients, la monnaie à rendre. Le soir venu, une fatigue qui n'était pas seulement physique, mais une lassitude de l'âme. Je rentrais, le corps las, mais avec, au creux de la poitrine, un feu couvant, une certitude sourde et tenace. Il y avait plus. Beaucoup plus. Je levais les yeux et je voyais passer des êtres qui semblaient habités par une autre lumière, animés par un autre rythme. Et ma pensée alors était simple, presque enfantine. Eux, ils ont eu de la chance. Le destin leur a souri. Ils sont nés du bon côté. Cette pensée était mon oreiller, doux et empoisonné, sur lequel je reposais mes frustrations. Puis est venu le séisme. Non pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, ni un héritage inattendu. Rien de spectaculaire en apparence. Juste une prise de conscience si radicale, si violente dans sa simplicité, qu'elle a fendu en deux mon existence. Un avant fait d'espérance passive et un après que je devais construire de mes mains. J'avais tout inversé. Je regardais les gens accomplis comme des spectateurs, regarde les acteurs sur une scène, croyant que leur rôle leur avait été donné par un metteur en scène invisible. La vérité que j'ai mis si longtemps à voir est qu'ils étaient eux-mêmes les dramaturges, les scénaristes et les premiers rôles de leur propre épopée. Ils ne scrutaient pas l'horizon en guettant l'arrivée d'un navire. Ils étaient en train de couper le bois, de forger les clous, de tendre les voiles pour construire leur propre bateau. Ils ne cherchaient pas une porte entr'ouverte. Ils sculptaient le cadre, assemblèrent les gonds et forçaient leur propre porte dans le mur des possibles. Je me souviens d'un midi particulier, gravé au burin dans ma mémoire. C'était pendant ma pause, à ce même petit bureau de service. Devant moi, quelques pièces de monnaie alignées avec une précision désespérée. Je faisais des calculs mentaux, des soustractions silencieuses, cherchant l'alchimie impossible qui permettrait à mon salaire de couvrir le mois entier. Je serrais les mâchoires, concentré sur cette équation de survie, quand l'ombre de mon mentor est tombée sur mon bureau. Il s'est arrêté. Son regard n'était ni compatissant, ni critique. Il était clair, direct, comme un rayon de soleil traversant une pièce poussiéreuse. Et il a prononcé ces mots. Une question si simple qu'elle en fut dévastatrice. Combien de temps encore vas-tu mettre ta vie en attente? Cette phrase m'a transpercé. Elle a fait voler en éclats le vernis de mes justifications. Sans même m'en apercevoir, j'étais devenu un maître dans l'art de l'attente. J'attendais le bon moment, ce mirage temporel qui recule à mesure qu'on avance. J'attendais qu'un supérieur, dans un éclair de génie, reconnaisse l'étincelle de mon potentiel enfoui sous les tâches routinières. J'attendais que les planètes s'alignent, que la peur se dissolve comme du brouillard au soleil, que toutes les conditions deviennent idéales, que la sécurité me tende les bras. J'étais un expert en procrastination noble, en prudence déguisée. Mais voilà la loi implacable que j'ai dû apprendre. La réussite ne fonctionne pas sur le principe du train de banlieue. Elle n'a pas d'horaire affiché, de quai déterminé, de billets que l'on peut acheter à l'avance. On ne peut pas se poster sur le trottoir de sa vie, les mains dans les poches, en espérant la voir s'arrêter et nous ouvrir ses portes avec un sourire. Tous les êtres véritablement accomplis que j'ai croisés, tous, sans une seule exception, partageaient un même déclic originel. Ils en ont eu marre d'attendre. Ils ont saisi une vérité élémentaire, à la fois évidente et superbement ignorée par la masse. L'opportunité n'est pas une invitée que l'on attend à sa table. C'est un repas que l'on prépare soi-même avec les ingrédients à sa portée.
À l'instant même où je te parle quelque part dans le monde, une personne est en train de poser un acte que tu remets à demain depuis des mois. Un individu prend son téléphone, respire un grand coup et passe l'appel qui lui nouait l'estomac. Un autre clique sur « S'inscrire » à cette formation dont il parcourt le site depuis des semaines sans jamais s'engager. Un autre encore ouvre un document vierge et écrit le premier mot, la première ligne du projet qui hante ses nuits. Et le secret, le voici. Ce ne sont pas des surhommes. Ils n'ont pas reçu de don magique à la naissance. La différence, souvent, tient en 3 mots. Ils ont arrêté. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de rationaliser l'immobilisme, arrêtez de confondre patience et paralysie. Je sens que cela résonne en toi. Je perçois ce hochement de tête intérieur, ce frisson de reconnaissance. Parce que tu connais cette voix, cette petite mélodie intérieure, parfois à peine un murmure, parfois un coup de gong dans le silence qui te dit « Il y a autre chose pour toi, il y a plus ». Cette voix est la plus fidèle alliée que tu aies. Elle dit vrai, il y a effectivement plus. Un océan de possibilités au-delà de la rive confortable où tu te tiens. Mais voici le fait brut, non édulcoré. Cette plus ne viendra pas sonner à ta sonnette un dimanche après-midi. Il ne frappera pas à ta porte pendant que tu es avachi, spectateur passif du feuilleton de ta propre existence, à consommer des divertissements comme on consomme des calmants. Notre talent pour l'attente est prodigieux. Nous en avons fait une discipline, une sophistique. Nous parons l'inaction des atours de la sagesse. Nous l'appelons prudence, stratégie de long terme, maturation nécessaire. Nous disons « Je veux être sûr, je prépare le terrain, l'année prochaine sera meilleure ». Nous habillons l'immobilisme d'un costume 3 pièces pour ne pas avoir à regarder sa nudité inquiétante. Laisse-moi te révéler ce que des années de tâtonnement m'ont enseigné. Il existe un abîme entre la prudence réfléchie et la paralysie peureuse. Je possédais moi aussi un petit calepin mental regorgeant de raisons impeccables pour lesquelles ce n'était pas le moment. L'économie était incertaine, je manquais d'expérience. La situation familiale n'était pas optimale. L'année prochaine, promettais-je à mon reflet dans le miroir. Ces phrases te sont familières? Bien sûr, ce ne sont pas de simples excuses. Ce sont des mantras réconfortants, des berceuses que l'on se chante pour s'endormir et éviter de se réveiller au risque magnifique de l'action. Et c'est là que nous touchons au vrai drame, au coup caché de l'attente. Ce coup ne se limite pas aux occasions que tu laisses filer aujourd'hui. Il est bien plus profond, plus insidieux. Chaque jour où tu choisis d'attendre, c'est un fragment irrécupérable de ta vie potentielle qui s'évapore. Mais pire encore, c'est la magie des intérêts composés qui joue contre toi. Laisse-moi t'illustrer cela. Imagine que tu détiens une graine unique qui pourrait devenir un chêne majestueux, un arbre porteur d'ombre, de fruits, de vie. Chaque jour où tu hésites à la planter, tu ne perds pas seulement une journée de calendrier. Tu perds toute la croissance qui aurait pu avoir lieu pendant ces 24 heures. L'enracinement, la pousse de la première tige, le développement des racines, la résilience face aux intempéries. Tu perds l'élan, ce momentum précieux qui naît de l'action initiale. C'est identique avec tes rêves, tes compétences, tes relations. L'attente n'est pas un état neutre, c'est un état d'érosion, de déperdition silencieuse de ton capital potentiel. Le véritable prix, ce n'est pas le temps qui passe, c'est la version de toi-même que ce temps aurait pu sculpter et que tu as laissé en friche. Cela nous amène à démasquer l'un des plus grands leurres, le mythe du moment parfait. Combien de vies sont mises en veilleuse en attendant cette configuration astrologique idéale où la peur aura disparu, les finances seront optimales, les planètes alignées et la confiance à son zénith. Je me remémore un homme, rencontré après une conférence, qui dirige aujourd'hui un empire de plusieurs entreprises. Il m'a confié ceci, et ces mots sont restés en moi comme une maxime. Quand j'ai lancé mon premier projet sérieux, rien n'était prêt, absolument rien. Le timing était mauvais, mes connaissances étaient parcellaires, mes ressources risibles, mais j'ai démarré.
Et aujourd'hui, je réalise que ne pas être prêt fut mon plus grand atout. Cela m'a contraint à apprendre sur le champ de bataille, à m'adapter, à grandir à une vitesse que la préparation théorique ne m'aurait jamais permise. Oui, mais le risque? L'échec? Entends-je cette objection légitime? Bonne question. Permets-moi d'y répondre par une autre interrogation, plus cruciale encore. Quel est le risque suprême? Celui de se lancer malgré des conditions imparfaites, ou celui de rester immobile jusqu'à ce que tes rêves, comme des fruits trop mûrs, pourrissent sur la branche de tes bonnes intentions. Car oui, les rêves ont une date de péremption. Les marchés évoluent, les technologies rendent obsolètes, les besoins se transforment, et la vie, elle, avance inexorablement. L'attente, si elle se prolonge, cesse d'être un choix pour devenir une habitude identitaire. Plus tu attends, plus tu deviens celui qui va faire, celui qui prépare, celui qui attend le bon moment. L'action devient une terre étrangère, et tes aspirations se métamorphosent lentement en doux fantasmes nostalgiques, en « et si » qui peuplent tes insomnies, au lieu de rester des projets palpables que tu touches du doigt. Si ce que tu lis en ce moment provoque en toi une légère gêne, une pointe d'agacement ou un sursaut de reconnaissance douloureuse, alors réjouis-toi. Cet inconfort est ton or intérieur qui brille. C'est ta sagesse innée qui frappe à la porte de ta conscience. C'est le signal que tu es vivant, que le potentiel est là, en attente non pas d'une permission extérieure, mais d'une décision intérieure. Et parlons justement de cette fameuse opportunité. La majorité des gens l'imaginent comme un événement quasi mystique, un ticket gagnant trouvé par terre, un coup de fil providentiel, une rencontre magique avec un bienfaiteur. La réalité est bien plus tangible, plus exigeante et plus excitante. L'opportunité est omniprésente, mais elle se présente presque toujours déguisée en travail. Elle s'habille en problèmes à résoudre, en frustration à apaiser, en besoins non comblés, en inefficacité à corriger. Les femmes et les hommes qui ont véritablement construit leur richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle ou humaine, ne l'ont pas fait en attrapant au vol un billet de loterie cosmique. Ils l'ont fait en réglant des problèmes pour autrui. Ils ont su voir, là où la majorité ne voyait que des plaintes ou des inconvénients, une matière première pour créer de la valeur. Je me souviens d'une époque où je me lamentais, comme beaucoup autour de moi, sur le coût toujours plus élevé des produits de première nécessité. Dans mon voisinage, un homme entendait les mêmes plaintes, mais son cerveau ne les interprétait pas de la même manière. Là où je voyais un problème, il vit une opportunité. Il identifia que de nombreuses familles ne pouvaient pas acheter en gros volume pour bénéficier de prix avantageux. Son idée fut simple, presque rudimentaire. Acheter lui-même en grande quantité, diviser les lots et les revendre à prix coûtant majoré d'une petite marge, mais bien en deçà des prix du détail à ses voisins. Il résolvait un problème concret, le budget serré des familles, en comblant un besoin réel, l'accès à des prix raisonnables. Voilà à quoi ressemble l'opportunité en tenue de travail, pragmatique, utile, ancrée dans le réel. La vie, dans sa dimension économique et sociale, est un immense marché. Un océan de désirs, de frustrations, de manques et de défis. Et ce marché est d'une justice brutale et impartiale. Il se moque éperdument de tes excuses, de ton parcours scolaire, de ton manque de diplôme ou de tes échecs passés. Il ne pose en définitive qu'une seule et unique question. Quelle valeur apportes-tu à la table? Je pense à un jeune entrepreneur que j'ai conseillé. Au départ, le tableau était vide. Pas de capital, pas de réseau influent, pas de parcours académique prestigieux. Mais il avait intégré une loi fondamentale. Si je me concentre sur la résolution de vrais problèmes pour de vraies personnes, la rémunération suivra. C'est une conséquence, pas un objectif premier. Plus les problèmes qu'il résolvait étaient importants, plus la valeur créée était grande, et plus la récompense, sous toutes ses formes, affluait. La simplicité de ce principe est ce qui le rend si souvent invisible aux yeux de ceux qui cherchent des raccourcis. La réussite, cependant, n'est pas un mystère ésotérique.
Elle laisse des traces, des empreintes comme un animal sauvage laisse des indices de son passage. Chaque entreprise florissante, chaque carrière éclatante, chaque projet qui trouve son public laisse derrière lui un chemin de miettes de pain que l'on peut suivre. Il s'agit d'apprendre à observer, non pas avec envie, mais avec la curiosité d'un détective. Étudie ce qui fonctionne autour de toi. Pose-toi systématiquement ces questions. Quel problème précis cette réussite résout-elle? Quel besoin profond comble-t-elle? Quelle valeur tangible ou émotionnelle crée-t-elle? Les réponses constituent ton curriculum vitae le plus précieux, ta carte au trésor personnel. Mais l'observation ne suffit pas. Il faut opérer une transformation du regard. Il faut entraîner ton esprit à effectuer un saut quantique perceptuel. Là où la majorité voit un mur infranchissable, tu dois apprendre à discerner une porte invisible. Là où les autres perçoivent un obstacle rebutant, tu dois cultiver la vision qui y voit une rampe de lancement. Ce n'est pas de la pensée positive, naïve, c'est de la pensée architecturale. C'est passer du statut de locataire de ta vie à celui de son architecte en chef. Je songe à cette femme qui a bâti une entreprise prospère dans les services à la personne. Son point de départ n'a pas été « je vais faire le ménage ». Il a été « je constate que des cadres, des parents débordés, des personnes seules sont stressées et culpabilisent de ne pas pouvoir offrir à leur foyer le cadre ordonné et serein qu'ils désirent. » L'opportunité n'était pas dans la serpillière, mais dans le soulagement d'une pression psychologique. Elle a identifié le besoin, la paix intérieure via un environnement maîtrisé, et a construit la solution, un service fiable, discret et libérateur. Quand cette grille de lecture s'ancre en toi, le monde cesse d'être un catalogue de problèmes pour devenir un immense catalogue d'opportunités en attente de créateurs. Cela nous conduit au cœur de la métamorphose, la philosophie de la création. La plupart des individus vivent comme des feuilles mortes emportées par le courant d'un fleuve. Le courant de l'économie, des modes, des opinions des autres, des circonstances. Ils subissent leur trajectoire. La philosophie de la création propose un changement de paradigme radical, devenir le pas-navire lui-même, doté d'un gouvernail, d'une voile et d'une destination choisie. Le premier pilier de cette philosophie, et le plus redouté, est la responsabilité totale. Pas une responsabilité à géométrie variable, pas un « je suis responsable seulement de ce qui va bien ». Non, la responsabilité totale pour toutes. Ce qui constitue ton paysage intérieur et les résultats de ta vie. C'est à cet endroit que beaucoup reculent. Ils désirent ardemment les fruits de la réussite, mais répugnent à empoigner la pelle et à travailler la terre. Ils aspirent à de meilleures récoltes, mais veulent continuer à blâmer la météo, l'économie, la qualité du sol, leur éducation, les nuisibles, la concurrence ou la malchance, les circonstances. Pourtant, c'est une loi de puissance. Le jour où tu endosses à 100% la responsabilité de ton existence, tu récupères instantanément 100% de ton pouvoir. Tu sors du rôle de la victime, tu déchires le scénario du martyr et tu endosses celui du créateur. Tu passes de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « que vais-je faire avec ce qui m'arrive ?» Je me rappelle une conversation avec un jeune homme plein de talent mais noyé dans le ressentiment. Dans ma région, il n'y a rien, aucune chance de percer. Je lui ai demandé « Qui, selon toi, tient les rênes de ta vie professionnelle ?» Sa réponse fut éloquente. « Si seulement j'étais à Paris ou à New York, tout serait différent. » Tu saisis le mécanisme? Il venait de céder son pouvoir souverain à une condition extérieure. Il avait rendu sa réussite captive d'une géographie. Tant que son adresse postale ne changerait pas, il se considérait comme innocenté de tout effort. Ce principe de responsabilité s'appuie sur une loi universelle, aussi fiable que la gravité, la loi de cause à effet. Que tu y adhères ou non, elle opère sans relâche. À chaque effet dans ta vie, ta situation financière, la qualité de tes relations, ton état de santé,
Ton niveau de satisfaction correspond à un ensemble de causes. Si les effets que tu récoltes ne te conviennent pas, il est inutile de maudire la récolte. Il faut changer les semences et le travail de la terre. La formule est d'une simplicité désarmante. Sa mise en œuvre est ce qui sépare le rêveur du bâtisseur, car elle exige une vertu rare, l'honnêteté radicale envers soi-même. Non pas ce que tu prétends vouloir, mais ce que tes actions quotidiennes démontrent. Moi-même, j'ai buté longtemps sur cet écueil. Je clamais « Je veux la liberté financière », mais je ne consacrais pas 1 heure par semaine à étudier les mécanismes de la richesse. Je disais « Je veux des relations épanouissantes », mais je ne m'investissais pas dans le travail sur moi-même pour être un partenaire, un ami, un collègue plus généreux et équilibré. Les effets, solitude relative, frustration financière, étaient en parfaite adéquation avec les causes. Inaction, centrage sur soi. C'est de cette prise de conscience que naît l'acte fondateur. Construire sa propre porte. Que faire lorsque toutes les portes conventionnelles semblent verrouillées, que les chemins balisés sont encombrés? La réponse est la seule qui libère. Devenir artisan de son propre passage. Je revois cette jeune femme passionnée par l'univers de la mode. Aucun réseau dans le milieu, aucun stage prestigieux, aucun diplôme des grandes écoles. Les portes traditionnelles restaient closes. Alors, elle a choisi de sculpter sa propre porte. Elle a ouvert un blog, créé du contenu, partagé sa vision, construit patiemment une communauté en ligne qui appréciait son œil et sa parole. Elle ne demandait pas la permission d'entrer. Elle créait son propre hall d'entrée. Et un jour, les gardiens des portes qu'elle pensait fermées sont venus frapper à la sienne, attirés par la lumière qu'elle émettait. Construire sa porte, c'est refuser le dogme des routes uniques. C'est affirmer qu'aujourd'hui, plus que jamais, les moyens de création et de diffusion sont à la portée de ceux qui osent les saisir. C'est accepter de tracer son sillon là où la carte indique encore des terra incognita. Cette philosophie de création repose sur 6 piliers fondamentaux, des colonnes qui soutiennent l'édifice d'une vie délibérément construite. 1. Le développement personnel permanent. Ta réussite extérieure ne dépassera jamais ton succès intérieur. Tes revenus, ton influence, tes relations sont le reflet direct de la personne que tu es devenue. Investir en soi n'est pas un luxe, c'est la condition sine qua non. Ton niveau de vie est déterminé par ton niveau de être. 2. L'acquisition stratégique de compétences. Dans un monde mouvant, tes compétences sont ton ancre et ta voile. Elles constituent ta vraie sécurité. Bien plus qu'un poste ou un contrat. Deviens exceptionnellement bon dans un domaine qui crée de la valeur, et le monde trouvera le moyen de te rémunérer pour cela. L'excellence est une monnaie universelle. 3. La culture d'un réseau de valeurs. Ton réseau n'est pas un carnet d'adresses, c'est un écosystème vivant. Il ne s'agit pas de collectionner des contacts, mais de cultiver des relations authentiques basées sur l'échange de valeurs et le respect mutuel. Ton cercle relationnel est un multiplicateur de tes possibilités. 4. La conscience aiguë du marché. Développe l'acuité du chasseur-cueilleur moderne. Sois à l'écoute des tendances, des frustrations émergentes, des besoins non dits. Comprendre où va le monde te permet de positionner ta valeur là où la demande sera demain. Anticiper, c'est créer. 5. L'obsession de la création de valeur. C'est le noyau dur. Le marché, dans sa froide équité, récompense la contribution, pas l'intention. Pose-toi sans cesse cette question. Comment puis-je apporter plus de valeur, résoudre un problème plus profond, servir mieux? La valeur est l'aimant qui attire toute forme de richesse. 6. Le culte de l'action décisive. Sans action, les 5 premiers piliers ne sont qu'une philosophie stérile. Le bon moment n'est pas une date sur un calendrier. C'est l'instant que tu rends bon par la puissance et la pertinence de ton action. Ces piliers s'entrelacent et se renforcent. Travailler l'un élève automatiquement les autres.
C'est une spirale vertueuse, une ascension progressive. Mais entre la théorie et la réalisation se trouve le territoire du quotidien, gouverné par les dents disciplines. Car le succès n'est pas le fruit de ce que tu fais une fois sous l'effet de l'inspiration. Il est la moisson de ce que tu fais régulièrement. Même les jours sans inspiration. Je partage avec toi un rituel qui a transformé l'architecture de mes jours, la première heure. J'ai compris que la manière dont tu inaugures ta journée impose souvent son tempo à l'ensemble de la partition. La majorité des gens commencent en mode réactif. Ouvrir les emails, répondre aux messages, éteindre les incendies laissés par la veille. Ils laissent le monde extérieur dicter leur agenda et leur état d'esprit. Ceux qui avancent véritablement débutent en mode créatif. Ils prennent les commandes de leur mental et de leurs intentions. Mon rituel est d'une simplicité volontaire. 30 minutes de lecture nourricière, biographie, philosophie, développement de compétences pour alimenter mon esprit. 20 minutes de planification stratégique. De la journée où je définis les 1 ou 2 tâches essentielles qui feront réellement avancer mes projets. 10 minutes de silence et de méditation contemplative. Pour me connecter à mes intentions profondes et observer mes pensées sans m'y identifier. Ce n'est pas sorcier, mais c'est Pida souverain. Car cela me replace, chaque matin, dans la position du pilote, pas du passager. Et parlons de cette ressource mythique, le temps. En vérité, tu ne gères pas le temps. Il s'écoule de la même manière pour tout un chacun, riche ou pauvre. Ce que tu gères, ce sont tes priorités et tes distractions. Les personnes qui accomplissent de grandes choses n'ont pas de 25e heure. Elles ont simplement le courage de dire non à ce qui est secondaire pour dire oui à ce qui est essentiel. Un outil d'une puissance déconcertante. La liste des 6. Chaque soir, écris les 6 choses les plus importantes que tu dois accomplir le lendemain. Pas 20, 6. Le lendemain, travaille sur la première. N'en dévie pas. Ne consulte pas tes emails. Ne te laisse pas distraire. Achève-la. Puis passe à la seconde, et ainsi de suite. La simplicité de cette méthode est un piège pour la faiblesse de caractère. Elle exige de la fermeté intérieure. Cela exige aussi de la pensée stratégique. Ne confonds jamais être occupé et être productif. L'activité n'est pas synonyme d'accomplissement. Pose-toi régulièrement ce filtre implacable. Ce que je fais en cet instant même me rapproche-t-il activement de l'un de mes objectifs majeurs? Si la réponse est non, tu as probablement affaire à une tâche de confort ou à une fuite déguisée. Et enfin, au-dessus de tout, il y a l'homme-action constante, patiente, inlassable. La réussite se construit comme un mur de briques. Chaque action disciplinée est une brique. Posée seule, elle semble dérisoire, mais brique après brique, jour après jour, un mur se dresse. Un mur qui te protège des vents contraires, qui délimite ton territoire de réussite. Ce mur, c'est la matérialisation de ta discipline. Sur ce chemin, un adversaire universel se dresse, la peur. Elle n'est pas ton ennemi. C'est une sentinelle maladroite. Elle essaie souvent de te protéger du danger, de l'inconnu, de l'échec potentiel. Ma première décision entrepreneuriale d'envergure s'est prise avec une main moite et un nœud à l'estomac. J'ai alors réalisé que cette peur n'était pas là pour me stopper, mais pour m'inciter à mieux me préparer, à affûter mon plan, à envisager les écueils. La peur peut devenir un compas. Elle pointe souvent vers les zones où ta croissance t'attend. Je ne parle évidemment pas de prise de risque insensée, mais de risque calculé, éduqué. Un entrepreneur aguerri me résuma un jour sa philosophie. Je ne parie jamais ce que je ne peux pas me permettre de perdre, mais je suis toujours prêt à investir ce que je peux perdre si le gain potentiel en expérience, en apprentissage ou en résultat en vaut la peine. Voilà l'intelligence du courage. Car le courage n'est pas un tempérament avec lequel on naît, c'est un muscle que l'on développe.
Une petite action courageuse aujourd'hui. Envoyer cet email, prononcer cette prise de parole, fixer ce rendez-vous. Une autre demain. Et encore, une après-demain. Et comme pour les intérêts composés, ton capital courage s'accumule et fructifie. C'est ainsi que se produit l'effet multiplicateur. Une action, aussi modeste soit-elle, en déclenche une autre. Une compétence acquise ouvre 3 portes insoupçonnées. Une relation authentique mène à 10 introductions précieuses. Une décision de rompre avec une habitude négative libère une énergie nouvelle pour tous les domaines de ta vie. Les gens attendent le grand coup, l'idée de génie, le partenariat miraculeux. La vérité est que les grands tournants sont presque toujours la résultante de centaines de petites décisions correctes, de milliers de micro-actions cohérentes qui, additionnées, créent une masse critique et un momentum irrésistible. L'investisseur dont je te parlais n'a pas commencé par acheter un immeuble de rapport. Il a commencé par et conduire dans son quartier dia le dimanche en notant les propriétés à l'aspect négligé. Ce geste simple a conduit à une première conversation, puis à une petite affaire, puis à une réputation, puis à un réseau. L'effet s'est multiplié de façon exponentielle. Tout ce voyage, la responsabilité, les piliers, la discipline, le courage, convergent vers un point unique, un carrefour où tu te tiens à chaque instant. Le choix. La vie, dans son essence, est une succession de micro-instants où tu décides, consciemment ou non, soit de créer ton avenir, soit de attendre qu'il t'arrive. Fais maintenant ce petit exercice de lucidité. Regarde en arrière, précisément 1 an en arrière. Où en étais-tu? Quel projet avais-tu? Où espérais-tu être aujourd'hui? Si tu n'es pas à l'endroit où tu aspirais à être, pose-toi cette question cruciale. Qu'est-ce qui, concrètement, sera différent dans 1 an si tu ne changes absolument rien à tes habitudes, à tes pensées, à tes actions, dès aujourd'hui? Je sais, au plus profond de moi, qu'il y a en toi, en cet instant même, une partie qui attend. Elle attend un signe, une garantie, une permission. Elle attend que toutes les conditions soient réunies pour enfin bouger. Et cette partie de toi sait parfaitement quelle est la prochaine étape. Elle la connaît depuis des semaines, des mois, parfois des années. Elle ne l'a simplement jamais franchie. Alors, écoute ce dernier message, porté par toute la conviction que des décennies d'expérience peuvent donner. Ton moment, c'est maintenant. Pas lundi, pas le 1er du mois, pas quand les enfants seront plus grands ou quand la crise sera passée. Maintenant. Parce que le seul moment parfait qui existe dans l'univers est celui que tu décides de rendre parfait en y posant la première action de ton futur. Je te lance un défi, ici, tout de suite. Prends une feuille, un carnet, ton téléphone, écris. Une seule action, pas 10. Une, celle qui te trotte dans la tête depuis que tu lis ces lignes. Celle que tu repousses, celle qui te fait à la fois peur et envie. Écris-la, maintenant, à côté. Écris non pas « bientôt » ou un de ces 4, mais une date et une heure précise. Jour, mois, année. Heure, minute, parce que l'opportunité, la vraie, celle que tu crées, ne t'attend pas. Elle chuchote ton nom. Elle t'appelle. Et tout ce que tu désires, tout ce dont tu rêves, tout l'épanouissement auquel tu aspires, commence par ce premier pas décisif que tu vas poser à cette date et cette heure que tu viens d'inscrire. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn pour continuer à recevoir des contenus de sagesse, de motivation et de développement personnel. Rejoins une communauté qui choisit de construire, pas d'attendre. Ton voyage de création commence ici.